Figaro Live, il est 11h11 et dans 8 jours pile, en tous les cas théoriquement, s'ouvre le grand débat national promis par Emmanuel Macron. Comment ça va se passer? Que faut-il en attendre? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que vous allez y participer? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Et c'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission avec nos invités. Sachant que l'événement de ces dernières heures, c'est une déclaration, celle de la déclaration qui a été faite par celle qui était jusqu'à hier soir, du moins, l'organisatrice de cet événement, de ce grand débat national, Chantal Joanneau. Je pense que le débat est légitime. Il est parfaitement légitime et nos concitoyens sont parfaitement légitimes à le poser. Et donc, je constate qu'effectivement, ça ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat. Et donc, j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat parce que ce débat est nécessaire, il doit être serein, il faut créer toutes les conditions pour qu'il se déroule. Le débat est nécessaire, Emmanuel Galliero, mais la question qu'on se pose en écoutant cette déclaration de Chantal Joanneau et sa démission, c'est est-ce qu'il va vraiment avoir lieu ? Alors bon, ce débat va avoir lieu, et en réalité, cette annonce d'hier soir n'est pas vraiment une surprise, parce qu'il y avait un double discours qui ne pouvait pas tenir entre la voix du gouvernement et la voix de Chantal Joanneau, qui répétait depuis des semaines maintenant l'importance d'avoir un débat entièrement indépendant. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, alors là, le prétexte, qui est plus qu'un prétexte, c'est l'histoire du salaire, de son salaire qui commençait à être difficile pour elle. Comment rentrer dans ce débat, effectivement, avec une polémique pareille? Je vous rappelle qu'elle avait 14 700 € de rémunération. Et ça a créé des débats, notamment venant des Gilets jaunes qui disaient « Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous qui demandons, on a des attentes sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'on peut débattre ?» Alors, elle a dit d'abord, ce qu'elle a dit hier soir, elle a dit je ne suis plus en mesure, avec cette polémique, de pouvoir porter ce débat qui est très important sur le pouvoir d'achat. » Donc ça, ça va parasiter ça pourrait parasiter l'organisation du débat, etc. Donc, de manière très sage, on va dire, elle prend cette décision. Mais en coulisses, on sait très bien qu'il y avait déjà une fracture entre le gouvernement et l'Élysée. Alors justement, on va y revenir. En tous les cas, sur la démission et les conséquences de la démission de Chantal Joanneau, ça ne remet pas en cause, vous nous dites, l'organisation de ce débat. Par contre, ce qu'on ignore pour l'instant, c'est qui va porter ce débat. Et ça, c'est pas neutre. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la suite parce qu'on attend encore des explications. Il y a une lettre d'Emmanuel Macron qui devrait cadrer les choses. On ne sait pas encore qui pourrait prendre la suite de ce débat. Peut-être le ministère des Territoires avec Jacqueline Gourault, qui est au contact des élus locaux et du terrain. Mais pour l'instant, on est en attente de réponses. Ce qui s'est passé, c'est que pour Chantal Joanneau, c'était intenable. Ce n'était plus possible de travailler dans ces conditions. Il y avait trop de pression, trop de risques de parasitage, et donc vous l'avez évoqué, peut-être de la tension avec l'Élysée. Alors justement, vous avez évoqué une lettre d'Emmanuel Macron qui doit être envoyée la semaine prochaine, ça on connaît la date. Est-ce qu'on sait d'abord ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Alors hier soir on ne savait pas encore, tout ça, on voit que chaque jour il se passe quelque chose. C'est vraiment le flou intégral, et c'était aussi le flou sur ce débat, puisque jusqu'à hier, la CNDP, la Commission nationale donc, du débat public, présidée par Chantal Joanneau, au sein de cette CNDP, il y avait encore des questions qui étaient posées. Les gens attendaient de savoir si le gouvernement, si Édouard Philippe allait dans sa saisine préciser les garanties d'indépendance, de neutralité, tout ça. Bon. Ce n'est pas venu. Chantal Joanneau a fait ce qu'elle a fait hier soir. Et ça veut dire qu'il y avait encore des attentes. On n'était pas sûr exactement que le gouvernement allait lâcher complètement la bride. Il se trouve qu'il y avait, dans les deux lignes, il y avait celle d'Édouard Philippe qui, semble-t-il, était plutôt ouvert sur la question de ce débat complètement ouvert à toutes les questions. Il était plutôt sur cette ligne-là. Et on a vu d'ailleurs qu'il y avait, au moment des thèmes qui avaient été définis, dans la première lettre du gouvernement, il y avait l'immigration qui était isolée comme un thème à part. Bon, ça a été rectifié visiblement par l'Élysée, et ils ont finalement globalisé tout ça dans 4 thèmes. Alors même que Emmanuel Macron
dans son intervention de mi-décembre, où il annonçait justement les grandes lignes de ce débat, avait soulevé la question de l'immigration, à la surprise d'un certain nombre de personnes d'ailleurs. Mais probablement l'Élysée a mesuré le risque qu'il y avait politiquement à ouvrir un débat aussi largement. Et à ce moment-là, c'est là qu'est venue la contradiction. Parce qu'on avait d'un côté Chantal Joanneau qui ne cessait de répéter que ce débat ne pourrait avoir lieu, en tout cas pris en charge par la CNDP, qu'à condition que l'indépendance soit totale. Et de l'autre côté, on avait des ministres qui, sur tous les plateaux, disaient « Attention, là, il faudrait une ligne rouge ». On a vu le maire, le ministère de la Justice, pareil. Il y avait chaque fois des lignes rouges. Donc, à partir de là, ce n'était plus possible. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous évoquez déjà et dans les enseignements qu'on peut déjà tirer dans ce qu'on a pu lire et dans ce qu'on a pu voir dans les sondages. Il y a une majorité de Français qui pensent que le gouvernement tiendra compte des conclusions de ce grand débat. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce sondage qui a été fait la semaine dernière, c'est que ceux qui font confiance au gouvernement, en tout cas dans cette affaire, sont principalement ceux qui ont voté Emmanuel Macron. En tous les cas, ceux qui n'ont pas voté Macron, eux, n'ont pas confiance. Oui, et puis il y a aussi sans doute parmi ceux qui ont voté Macron, on en a vu, il y en a aussi parmi les gilets jaunes, hein, des gens qui sont déçus. Donc je ne sais pas, pour ces chiffres, il faudra refaire des mesures. En tout cas, ce débat semble quand même assez mal engagé. Et parmi les questions qu'on se posait, même au sein de la CNDP encore hier soir, c'est savoir quel sera l'engouement de ce débat. Qu'est-ce que les gens viendront dire? Alors ça, justement, je vous propose de jeter un œil sur Twitter, parce que c'est la question qu'on a posée sur Twitter. Est-ce que vous participerez au grand débat national voulu par Emmanuel Macron? Et pour l'instant, vous êtes 68% à nous répondre non. Dites-nous pourquoi, justement, vous refusez, en tous les cas dans ceux qui refusent de participer au grand débat, pourquoi vous refusez de participer à ce grand débat et partagez-nous vos envies, qu'est-ce que vous aimeriez y voir figurer, quel thème vous aimeriez voir figurer, que vous participiez ou non, que vous ayez envie ou non de participer. Il y a, puisqu'on parlait de sondage, dans ce sondage également, on voit qu'il y a un fort soutien quand même à une idée qui a émergé, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce qu'il va faire partie du grand débat? Alors ça aussi, on n'en sait rien. A priori, ce qu'a dit le gouvernement, c'était qu'il y avait ces fameuses 4 thématiques et qu'elles n'étaient pas exclusives. On pouvait imaginer qu'au fil du débat, on pourrait faire rentrer. Mais bon, je pense qu'ils vont faire au jour le jour. Parce qu'on parle finalement dans les grands thèmes institutions, écologie, économie, c'est ce qu'a annoncé pour l'instant les grands thèmes fiscalité, ce sont les grands thèmes qui sont annoncés, mais les débats de société sont évacués, y compris, donc on a parlé de l'immigration. Une toute dernière question, Emmanuel, sur le plan pratico-pratique, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait, comment ça doit se passer? Alors, tout le travail de Chantal Joanneau et de la CNDP, qui a été en amont, pendant ces 15 jours, ils n'ont pas rien fait, ils ont travaillé énormément, et ils ont donné, si vous voulez, un package au gouvernement en disant voilà comment le débat doit s'organiser. Alors en fait, c'est ouvert à tous les Français. On va voir les maires aussi qui sont évidemment sollicités en première. C'est dans le cadre des mairies, c'est dans le cadre des communes. Ça peut être dans les communes. Les maires sont libres de le faire ou de ne pas le faire. Ça peut être un Français n'importe lequel. À égalité, d'ailleurs, c'était ça aussi que disait Joanneau. Il faut que chaque citoyen. C'est-à-dire que si je veux organiser un débat dans le cadre du grand débat national, je peux le faire. Vous pouvez parfaitement le faire chez vous. Vous allez recevoir un kit qui va vous expliquer comment le faire. Il faut le déclarer, expliquer qui va venir dans votre réunion. On peut le faire sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Alors, le choix du lieu peut-être, oui, importe peu, mais vous pouvez effectivement faire des réunions à condition que tout soit clair et que vous ayez aussi la possibilité déclarer que vous soyez à peu près neutre. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est une garantie qui serait offerte. Qui garantira la neutralité? La CNDP justement? Alors il y a un collège de garants au sein de la CNDP. Ils ont 300 garants environ. Alors, on pourrait nommer des garants de différentes manières dans les territoires, mais ce sont des personnes qui sont là pour justement veiller à ce que ces règles soient respectées. Et en tous les cas, on a découvert une institution qui est la CNDP et jusqu'à présent, on n'a pas vu que cette institution ait pu organiser des débats qui étaient suivis des faits. Alors le sera-t-il? On verra ça. En tout cas, nous, on vous pose une question. Merci Emmanuel pour ces précisions. Est-ce que vous participerez au grand débat? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Adeline, sur Facebook, et une autre personne sur Twitter nous dit « Vu que les thèmes sont choisis par l'État qui nous interdit certains thèmes, le grand débat national est tronqué. » Alors c'est toute la question. Parce qu'un thème non prévu a fait son apparition ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières heures.
c'est la loi Taubira sur le mariage entre personnes de même sexe, le mariage pour tous. Alors question, est-ce que cela fera partie des débats? Eh bien, sans attendre l'ouverture du grand débat, le débat, lui, fait rage, comme l'illustre cet échange à distance entre le porte-parole du gouvernement et celle qui en était jusqu'à hier soir, l'organisatrice de ce débat. On écoute. On ne tergiversera pas sur les valeurs. Mais ça veut dire que l'IVG, ça veut dire que la peine de mort, ça veut dire que le mariage pour tous ne seront pas sur la table. Je le dis très clairement. Je pense que c'est une méconnaissance du débat public que de considérer que les personnes vont ne pas pouvoir porter les sujets qu'elles souhaitent porter sur la table. Alors, ce matin, en revanche, on a eu une tentative de synthèse, ou plus exactement d'en même temps, avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. On l'écoute. Il y a en quelque sorte des lignes rouges dans les décisions, mais les Français peuvent bien débattre de ce qui leur semble important. 4 thématiques ont été proposées, mais il y a aussi une ouverture en disant au fond, en dernière thématique en quelque sorte, qu'est-ce qui serait important pour vous dans votre vie quotidienne ? Bonjour Philippe Etienne. Bonjour. On pourra aborder la loi Taubira à Sceaux dans les débats qui seront organisés. D'abord, il faut que des débats soient organisés, déjà, pour qu'il puisse y avoir confrontation et rencontre. Mais moi, vous savez, la loi Taubira, elle existe, enfin, le débat existe de toute manière. Si les gens veulent en parler, ils en parleront. Non, mais là, la question, c'est de pouvoir justement remettre la question sur la table. En fait, mais si cette question est remise sur la table par certains, elle le sera, d'après ce que je comprends, parce qu'il y a des groupes très organisés là-dessus. Toute cette affaire, d'ailleurs, c'est un peu aussi, ça risque de se finir par le triomphe d'un certain nombre de lobbies aussi. Il faut que le gouvernement aussi prenne garde à tout ça. Mais si la question vient sur la table, elle y sera. De mettre une question sur la table, vous pensez que c'est quand même toujours l'œuvre d'un lobby? Ou bien ça peut être l'inspiration de personnes qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir été entendues ou d'avoir été humiliées, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, justement sur les opposants à la loi Taubira? Le fait que la question prospère, ça, oui, certainement. C'est une question, en fait, de groupes organisés. Et on sait que sur certains domaines, il y en a. Si vous me permettez, sur ce débat, je voudrais juste faire une petite remarque préalable. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que moi je trouve quand même très étonnant, et c'est quand même un signe du fait que nos institutions ne fonctionnent plus très bien. Je trouve quand même très étonnant que 18 mois seulement après les grandes élections nationales, que sont d'abord l'élection présidentielle et puis ensuite les élections législatives, on soit obligé d'avoir ce débat. Parce que les questions qui sont posées à travers tout ce débat, ce sont des questions non pas seulement de société, mais de modèle de société. En gros, c'est ça. Quelle justice fiscale, quel niveau de service public, notamment dans les zones rurales, quelles institutions. Donc on est vraiment sur une question, quelle société française demain, quelle organisation de la société française demain? Nous sommes aujourd'hui sur un modèle qui a été décidé collectivement avec un certain consensus après la guerre, la libération. C'est toujours ce même modèle qui continue, que nous connaissons, et que je crois a donné aussi et a fourni aussi ses preuves, a montré ses preuves, qui est un modèle différent de celui notamment des sociétés anglo-saxonnes. Très bien. Est-ce qu'on remet en cause ça? Ça, c'est le vrai sujet. Parce qu'à partir de là, on a toutes les réponses en fait aux questions qui sont posées, aux questions concrètes qui sont posées par les uns et par les autres. Et là, on remet du politique quand on met ça. Oui. D'abord, je fais amende honorable parce qu'on a fait une confusion avec le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Je vous ai appelé Philippe Etienne. Vous êtes Philippe Laurent, donc je vous en présente mes excuses et je les présente aux internautes. Mais Etienne est un beau prénom aussi. À vos électeurs de la ville de Sceaux. Je rappelle donc que vous êtes maire UDI, j'indique que vous êtes maire UDI de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France. Alors, la question qui se pose tout simplement, dans le cadre de Sceaux et dans le cadre de l'Association des maires de France, est-ce que vous allez organiser, vous, un débat dans le cadre de ce grand débat? Vous me parlez comme maire de Sceaux ou vous me parlez comme secrétaire général de l'AMF? Parce que, vous savez, alors, l'AMF a été assez clair, je crois, dans ses positions dès le départ, puisque nous avons été sollicités dès après la déclaration du président de la République au courant décembre, lorsqu'il a annoncé son intention d'organiser ça. Et nous avons dit à ce moment-là qu'il nous paraissait une annonce qui est intervenue le 25 novembre, de mémoire. Oui, c'était un petit peu après, je crois que c'était un peu après. 27 novembre. Bon, très bien, donc on a été reçus et invités à participer avec d'autres représentants des corps intermédiaires donc à la réflexion sur l'organisation de ce débat. Et nous avons dit d'abord, premièrement, que l'idée de faire intervenir la CNDP nous paraissait une très bonne idée.
Et moi, je comprends. Donc tout à vous fait regrettez le départ de Chantal Joanneau? Enfin, je comprends sa position, naturellement. Et en plus, comprenez Chantal sa Joanneau est démission? quelqu'un que je respecte beaucoup, je la connais bien. Je respecte sa position. Mais je Ça tombe mal. regrette. Non, mais ça tombe mal. Je regrette que, en fait, elle ne puisse pas, à la tête de la CNDP, donc vraiment organiser avec nous, éventuellement. Mais Du ce coup, débat, vous êtes c'était inquiet vraiment par ce Oui. départ, par ce Bah oui, bien dysfonctionnement. sûr, parce que bon, la CNDP est faite pour ça. Elle a déjà mené des dizaines de débats. Nous, l'AMF la connaît bien, la CNDP. Puisque souvent Des les dizaines de débats débats qui n'ont pas porté justement beaucoup de fruits jusqu'à présent. je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ce qui est important, c'est que le débat ait lieu aussi. Parce que le fait que le débat ait lieu, d'abord, ça peut apporter des résultats et ça peut faire infléchir un certain nombre de décisions, parfois prises un peu trop rapidement sur certains sujets. Et par ailleurs, ça permet aussi d'éclairer ceux qui participent au débat. Et rien n'interdit à celui qui arrive à un débat avec une idée un peu déterminée d'en changer en fonction du débat. C'est aussi la question. Parce que le débat, c'est la confrontation aussi. On est d'accord. Et nous savons organiser ça, nous les maires. Donc, est-ce que vous allez le faire Ces ou débats, pas? ils ont lieu sur la place du village, dans le bistrot, ils ont lieu éventuellement sur les ronds-points. Alors, est-ce que vous allez aider justement vos adhérents, vos communes adhérentes, à organiser ce débat ou pas? On ne va pas les aider. Elles le feront, et les différents maires, selon leur sensibilité, le feront ou ne le feront pas. L'AMF, vous savez, ne donne pas de consignes. De toute façon, elle serait bien incapable de les faire respecter. Et donc, certains maires organiseront, certains autres maires ne l'organiseront pas, mais mettront à disposition des moyens logistiques qui sont importants. Parce que pour qu'il y ait débat, il faut quand même qu'il y ait rencontre. Parce que les débats sur les réseaux sociaux, c'est bien, c'est utile, mais ça n'est pas suffisant. Oui. Il faut qu'il y ait rencontre et il faut qu'il y ait confrontation, j'allais dire, humaine, d'homme à homme ou de femme à femme ou de femme à homme, enfin, peu importe. Mais enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait confrontation entre les gens. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de quelques de hashtags, de réseaux sociaux, etc., dans lesquels les gens sont cachés derrière l'écran. Agora, ça n'est pas un possible. forum où voilà. on puisse ça, nous avons se rencontrer, un débat. Communes, c'est ça. La commune, c'est un agora. Donc forcément, soit ça va être fait dans le cadre communal, ou bien soit avec une aide par une communale. association, etc. Vous, Asso, vous allez le faire rapidement? Oui, sans doute, mais j'attends quand même d'avoir les éléments exacts. Parce que s'il n'y a pas cet élément de garantie qu'apporte la CNDP, s'il n'y a pas cet élément de garant, enfin la présence d'un garant précisément, qui est l'apport d'un garant d'une autorité indépendante. D'une autorité indépendante. Et s'il n'y a pas non plus une sorte de, j'allais dire, de fil conducteur avec un délai et avec un rendu et avec un livrable, et puis ensuite avec un engagement d'en faire quelque chose, ça sera beaucoup plus difficile. Et je ne suis pas certain que dans ces conditions, les maires s'engagent beaucoup dans la démarche. Il y a un exemple que nous avons trouvé, nous, en tout cas, très intéressant, qui a été la consultation sur l'Europe, les consultations citoyennes sur l'Europe, qui s'est très bien passée. Il y a eu 70 000 participants, c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté, c'est un sujet aussi un peu plus difficile. Mais ce débat s'est très très bien passé parce qu'il y avait une organisation, que l'État avait défini un calendrier, que le ministère des Affaires européennes avec Nathalie Loiseau s'est impliqué comme il fallait et qui a eu aussi un résultat. Et la CNDP était d'ailleurs et quoi comme résultat? Parce que ça m'a il y a un rapport qui est parfaitement complet, qui a été d'ailleurs communiqué à l'Union européenne, enfin à la Commission européenne, et la Commission européenne a fait un rapport alors plus complet puisque ces consultations citoyennes des rapports et des mesures, non? Non, mais attendez, on a fait ressortir par là ce que les gens qui ont participé, parce que ceux qui ne participent pas, qu'est-ce que vous voulez, ils disent rien, mais ce que les gens qui avaient participé, on a fait ressortir ce qu'ils souhaitaient. Et on s'aperçoit que ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas forcément ce qui se dit par ailleurs, et ce qui se dit de manière un peu facile parfois, précisément sur les réseaux sociaux. Alors sur le grand débat, éventuellement, dans ce qu'on a entendu chez vos adhérents, ou bien ce qu'on entend à Sceaux, il y a des choses qui vous sont remontées, des thèmes qu'on aimerait bien voir abordés. Qu'est-ce qui vous a frappé? Oui, alors vous savez, c'est un peu, les choses sont assez comparables un peu partout. D'ailleurs, que ce soit en ville ou dans le milieu rural, c'est pas non plus forcément très différent. En ville, on a évidemment un accès plus facile aux services publics. Ça, c'est une différence. Alors, il y a l'accès aux services publics, mais ça, c'est quelque chose que les maires disent depuis des années et des années, et on ne nous a pas entendu ni écouté. Ça, c'est la première chose. L'accès aux services publics. Deuxième élément, c'est évidemment le sentiment que le système fiscal n'est pas juste et qu'on ne sait pas très bien où va l'argent, en confondant d'ailleurs souvent la fiscalité et les cotisations sociales, ce qui n'est pas tout à fait quand même la même chose. Mais enfin ça, bon, malheureusement, c'est le discours aussi, c'est le discours de l'État aussi qui est confondant. Le système fiscal, le système fiscal et la justice fiscale. L'immigration, ça vous est remonté? Chez moi, non, mais
il y a des communes dans lesquelles ça remonte naturellement. Et puis, en fait, c'est l'inquiétude, une grande inquiétude, hein, il faut le dire, hein, sur, en fait, précisément le modèle de société et parfois même des questions de type un peu identitaire. Donc une insécurité culturelle qui remonte. Insécurité culturelle, bien sûr. Ça, où va la société française? C'est la question qui est posée. Eh ben, c'est très frappant de vous entendre ça parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire tout de suite en lisant, en écoutant, en entendant des revendications. Merci beaucoup Philippe Laurent de vos précisions. Pardon d'avoir écorché votre nom au début. Participerez-vous au grand débat national? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. #Figaro Live, #les décrypteurs. Donc on a parlé des thèmes qui se sont invités dans les débats et des thèmes que vous voudriez voir abordés, des thèmes qui remontent. Et il y a ceux que le gouvernement refuse, en tous les cas, d'aborder. Voici une des listes des interdits. Elle est dressée par Bruno Le Maire. Je ne souhaite pas que nous revenions sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire unique ou sur la baisse de l'impôt sur les sociétés qui doit permettre à nos entreprises de se développer. Donc tout ce qui a été fait, on ne revient pas dessus. C'est ça le cadre du débat. Il ne s'agit pas que le débat conduise à détricoter tout ce qui a été voulu par les Français au moment de l'élection présidentielle et tout ce qui a été mis en œuvre depuis. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer en reculant. En règle générale, ça ne mène pas très loin. Bonjour Cécile Crouzel. Bonjour. On sent qu'il y a une certaine fébrilité à Bercy. Hein. Oui, c'est moins qu'on puisse dire, il y a une grande fébrilité parce qu'en fait ce débat... Est-ce que Bercy a peur de la démocratie? Non, mais ce débat national brouille beaucoup les cartes. On ne sait plus quel thème on peut aborder, comment. Donc il y a un énorme micmac sur la taxe d'habitation où il faut dire on a quand même du mal à comprendre ce qui va se passer. Parce que dimanche, Bruno Le Maire, alors il dit qu'on l'a mal compris, laisse entendre que la taxe d'habitation sera pas supprimé pour les 20% des Français les plus aisés, puis finalement il rétro-pédale. Hier on mardi, a l'impression qu'il l'Élysée refait un truc en disant non, en fait, finalement c'est supprimé pour tout le monde, mais ce sera quand même un sujet du grand débat. Donc c'est vrai que c'est quand même l'impression qu'ils saisissent l'occasion du grand débat, l'occasion d'une grande polémique pour réimposer une mesure qu'ils désiraient dès le départ, c'est-à-dire exclure 20% de la population de l'exonération de la taxe d'habitation. Si vous me suivez, vous me le dites, sinon vous pouvez me poser des questions. C'est amusant ce que vous dites, parce qu'il y en a qui font le pari inverse, ils pensent que dans le grand débat sera demandé plutôt la suppression totale. En fait, on n'en sait rien. Ça veut dire que par Emmanuel Macron. Qui est souhaité. Alors, c'était pas dans son programme de campagne. En novembre 2017, il a dit qu'il le voulait pour tout le monde. Il y a aussi quand même des gros problèmes, sur le fond quand même, sur cette mesure, il y a des gros problèmes juridiques qui sont soulevés par le fait que la taxe d'habitation soit gardée pour seulement 20% des Français. Ça soulève beaucoup de problèmes. Oui, parce que ça transgresse un principe républicain très fort qui est celui de l'égalité devant l'impôt. On peut transgresser ce principe, mais au nom d'un principe général supérieur d'intérêt général. Et donc là, le Conseil constitutionnel a dit attention, ça ne peut fonctionner qu'à titre transitoire dans le cadre d'une réforme plus globale. Il y a quand même des sérieux problèmes. Par exemple, on disait un cas typiquement dans un village en Creuse, il y a 40 foyers fiscaux, 70 habitants. Si la réforme est appliquée et s'il continue à y avoir 20% des foyers fiscaux les plus aisés qui le payent, il y aurait un foyer sur 40 qui paierait la taxe d'habitation. C'est des témoignages qu'on a et des personnes qui disent dans ce cas-là, moi je veux déménager. C'est impossible. Et par ailleurs, ça créerait des grandes inégalités entre communes parce qu'il y a des communes plus aisées où finalement peut-être la moitié des contribuables continueraient à payer, et puis des communes plus pauvres où il y aurait 2 ou 3 contribuables. Donc c'est un énorme problème de le garder pour 20% des plus aisés. C'est peut-être une question qu'on va vous poser. J'aimerais bien avoir vos commentaires sur lefigaro.fr. Est-ce qu'il faut faire payer les 20% des plus riches, il faut faire payer aux plus riches la taxe d'habitation? Vous nous le dites, on vous a déjà posé la question sur Twitter, mais le débat continue. C'est pas le seul. En lisant l'édition papier du Figaro ces dernières heures, on s'aperçoit qu'organiser un débat, ça a vraiment un coût. On a eu l'idée du coût? Non. On a très peu d'idées. Les chiffres, je ne sais pas, c'est 50 000 € par réunion qui peuvent circuler. Non, on n'a pas d'idée pour l'instant. C'est un vrai problème aussi. Ça fait partie des... Et puis surtout, il y a le coût... ils ont surtout fixé des lignes rouges sur la fiscalité, hein, donc c'est ça qui va rendre le débat difficile, hein, puisque rien... Alors que 2 tiers, par exemple, sur la fiscalité, 2 tiers des Français sont favorables, par exemple, à un rétablissement de l'ISF. Voilà, donc là, on touche à un des nœuds du problème. Ils ne veulent pas revenir sur l'ISF, sur la suppression de l'ISF, ce qui peut se justifier économiquement parlant, hein, puisque la mesure elle n'est effective que depuis le 15 juin, hein, 2018, donc c'est tout récent. Et les effets de l'ISF délétères
en 30 ans, c'est un impôt qui a quand même miné le tissu économique des PME familiales françaises, voilà, en surtaxant le capital. Donc c'est un effet lent, délétère lent, mais c'est un effet rétablissement lent, mais il y a une espèce d'opposition entre ça et ce que demande effectivement la majorité des Français. Donc là, il y a En tout cas, cette nuisance de l'ISF qui est soulignée par ceux qui sont opposés à cet impôt, ou par les experts, ou par les journalistes comme vous, c'est quand même une idée qui ne passe pas. Non, ça ne passe pas dans l'opinion. Donc, pourquoi pas que ce soit l'objet d'une question dans le grand débat? Oui, sauf que là, ils ont fermé. Enfin, Bruno Le Maire vient de dire qu'il n'en était pas question parce que la réforme avait été votée, ce qui est effectivement le cas. Alors, si ils ont une porte de sortie, alors moi, c'est une supputation entre nous. Je tiens bien à dire, une des portes de sortie, on n'a pas d'infos précises là-dessus. Il y a quand même l'IFI, l'ISF n'a pas été complètement supprimé. Il reste l'impôt sur la fortune immobilière. Sur la fortune immobilière, ça, on peut imaginer qu'on peut l'augmenter. Voilà. Ça peut être une voie de sortie. Ou le supprimer, c'est une autre question qui est soumise à débat. Ouais. Qu'est-ce qui est proposé de neuf sur le pouvoir d'achat dans ce qu'on a pu entendre, dans ce qu'on a pu lire dans le cadre de ce grand débat? Est-ce qu'on en sait ou bien Non, ce qui a été proposé par le pouvoir d'achat, ça a déjà été proposé par Emmanuel Macron et annoncé sur la prime d'activité et l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités moyens. Participerez-vous au grand débat? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #lesdécrypteurs. Merci Cécile pour ces premières précisions. On va prendre vos commentaires, on va prendre vos questions. On a fait la liste des interdits avec le libéral Le Maire. Voici maintenant un communiste qui lui appelle à libéraliser le débat. C'est le nouveau patron du PC. Je vous propose de l'écouter, il s'appelle Fabien Roussel. Pour organiser des référendums sur chaque proposition. Mais pourquoi pas? Le mariage pour tous, par exemple, le mariage pour tous. Mais pourquoi pas sur tous les sujets? N'ayons pas peur. Bon, d'accord. N'ayons pas Donc peur. sur tous les sujets. Mais la peine de mort. Je sais bien que quand le peuple n'est pas bien, on a envie de le changer. N'ayons pas peur de débattre. Donc sur la peine de mort, vous seriez capable d'accepter un référendum? Mais bien sûr. Bonjour Vannick Berberian. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France et maire de la commune de Gargilès-Dampierre. J'espère que je n'ai pas écorché le nom dans le Berry. En tout cas, on salue vos habitants et tous les internautes de l'Indre, de Châtellerault au Blanc, Argentan-sur-Creuse, La Châtre. Est-ce que la taxe d'habitation, puisqu'on en parlait, maintenue pour 20% les plus riches, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je pense qu'il faut poser le problème sur un plan politique plus large. La question, c'est de la taxation des plus riches. Quand on parle de l'impôt sur la fortune, comme vous l'avez fait il y a quelques minutes, ou le fait de continuer à taxer pour la taxe d'habitation donc les personnes aux revenus les plus importants, je crois que derrière ce constat-là, il y a la demande que chacun contribue à proportion de ce qu'il est capable de faire. Le fond, c'est ça. Alors après, il y a la dimension symbolique, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être que, je sais pas, je suis pas économiste et je sais pas si sur le plan de l'économie, l'impôt sur la fortune est une bonne ou une mauvaise chose, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est demandé par les citoyens, c'est une plus grande justice sur le plan fiscal. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Sur la question de l'impôt local... Vannick Berberian, vous inquiétez pas, oui. J'en ai des questions. À vous poser. Juste vous, à votre niveau, à Gargilès-Dampierre, est-ce que vous allez organiser un débat dans le cadre du grand débat national? Alors, je vais d'abord répondre à la question sur l'impôt local et les 20%. Je crois qu'il est important que les citoyens, l'ensemble des citoyens, payent une contribution pour le budget communal, quelle que soit la somme, mais il est important qu'il y ait une participation. Encore une fois, pour la dimension symbolique, c'est-à-dire que l'impôt sert aussi à la dépense commune et dans la relation entre le conseil municipal et les habitants, c'est important qu'il y ait aussi ce lien qui passe par l'impôt. Encore une fois, c'est pour responsabiliser. On a entendu votre appel. Alors après, votre sur opinion. La question est-ce que vous allez organiser un débat à Gargilès-Dampierre ou pas? Alors, d'abord, on a déjà ouvert les cahiers de doléances. Oui, je vais revenir sur les cahiers de doléances. Mais vous, est-ce que vous allez l'organiser ou pas dans le cadre du grand débat national? On va évidemment proposer aux gens qui le souhaitent d'organiser quelque chose. Si on ressent la nécessité de continuer à permettre aux gens de s'exprimer, évidemment, nous le ferons sans aucun problème. C'est même
important. Moi, j'espère que ce débat va réussir, qu'il aura du contenu, qu'il aura de la consistance. Et s'il est effectivement productif, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait s'en affranchir. Alors, 5000, vous avez parlé des cahiers de doléances, il me semble qu'il y en a eu 5000 qui sont déjà remontés. Vous me corrigez sur le chiffre. Vous, qu'est-ce qui vous est remonté de ces cahiers de doléances ? Alors, c'est 5000 communes qui ont ouvert leur mairie pour pouvoir accueillir des doléances. L'opération est terminée, mais ça continue toujours. Les gens peuvent continuer à s'exprimer donc sur le site internet de l'association des maires ruraux. Et ce qui arrive, si vous voulez, dans les 3 items, parce qu'on a commencé à faire la synthèse sur l'ensemble du pays, ce qui arrive en premier, c'est effectivement la question du pouvoir d'achat, qui revient très très fréquemment. Le deuxième point, c'est la question d'une plus grande justice sur le plan fiscal. Et puis le troisième, et là on voit bien l'importance que ça revêt dans les territoires ruraux, c'est la question du service public et du maintien du service public. Or le constat est que ce service public, depuis un certain nombre d'années, se rétrécit sur les territoires ruraux et a donc le sentiment d'abandon, que la République, finalement, ne regarde pas jusqu'au fin fond du territoire la vie quotidienne de ses citoyens, et c'est ce qui pose problème. Donc la nécessité d'avoir un tissu de services publics performant, même s'il change dans la forme, mais il faut que la vie quotidienne puisse se dérouler normalement. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un référendum à choix multiples qui pourrait être organisé à l'issue de la consultation ? Là, vous posez la question de la méthode. Moi, je pose la question de la finalité, c'est-à-dire on veut arriver à quoi et quel type de question sera posée. Et c'est là que le débat doit se faire, parce que finalement, le principe du référendum, c'est un outil, et l'outil, il peut être tout à fait bien utilisé comme il peut être mal utilisé. Donc, ce qui est important, c'est la question. C'est la nature de la question qui... la nature de la question qui pourrait être, pour qu'on se comprenne bien, la nature de la question qui pourrait être posée dans un référendum. Absolument. C'est ça qui doit déterminer le fait qu'il y ait plusieurs questions, par exemple, dans un référendum, vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ? Le fait de, j'ai pas compris. Le fait qu'il y ait plusieurs questions qui soient posées dans un seul et même référendum, vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ? Je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que ça évite la réaction primaire de j'adhère ou je n'adhère pas. Et ça permet donc d'esquiver l'aspect de la réponse à celui qui pose la question et non pas tant à la nature de la question qui est posée. Merci beaucoup, Vannick Berberian, de ces réponses qui sont très, très éclairantes et de cette analyse. Je rappelle que pour les autres déclarations que vous avez pu faire et votre point de vue, on le retrouve dans l'édition papier du Figaro de ce mercredi, également sur lefigaro.fr, avec un grand dossier sur le grand débat et un autre point qu'on n'a pas abordé, ce sont les 80 km/h. Merci beaucoup, Vannick Berberian. Bonne journée. Merci à vous aussi. Une question justement qui émerge, avant de prendre celle des internautes, on a encore 5 minutes pour les prendre, et il y en a un certain nombre. C'est que finalement, les corps intermédiaires ont été évacués depuis le début, c'est depuis le début du quinquennat, c'est en tous les cas la critique qui est faite contre le président de la République, mais il y a un corps intermédiaire qui revient en force, c'est le vôtre, c'est la commune. Je ne sais pas si je suis un corps intermédiaire, mais en tout cas, la commune, on dit c'est la petite République. Hein, mais la République, elle est partout. Elle est dans le plus petit hôtel de ville, la plus petite mairie, comme à l'Élysée, comme au Parlement. Et donc nous avons donc ce rôle, cette mission absolument essentielle, de faire vivre la République, de faire vivre la démocratie au quotidien dans nos communes. Et naturellement, nous le faisons. Ça n'a pas arrêté, ça. Ça continue à fonctionner chez nous. D'ailleurs, si ce pays continue à fonctionner, c'est aussi en grande partie parce qu'il y a ces communes et ces services publics locaux. Et qui sont menacés par justement une réforme administrative qu'on voit peu, qui était l'intercommunalité. Oui, voilà, par exemple. Et puis par aussi ce que disait Vannick Berberian il y a un instant, par le fait que les grands services publics de l'État ou de la santé sont en train peu à peu de disparaître. On peut comprendre d'ailleurs pourquoi ils disparaissent, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait beaucoup plus de mobilité aussi sur ces territoires ruraux. Or, il n'y a plus de mobilité non plus, il n'y a plus de transport. C'est-à-dire que les gens se sentent totalement isolés. Donc on peut comprendre parfaitement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes de ce point de vue. Et il y a une autre question, oui, madame, juste une précision, il y a une autre question de Claudine que je voudrais prendre, puisqu'elle vit dans un territoire qu'on a peu évoqué jusqu'à présent, sauf au début de cette crise, qui sont les départements et les territoires d'outre-mer.
Je voulais rebondir un peu sur ce que disait Philippe Laurent et rappeler que l'AMF, elle a tenu son congrès il n'y a pas si longtemps. Ça va être une difficulté pour Emmanuel Macron parce qu'il n'est pas allé au congrès des maires. Alors, je sais que c'est une question un peu politisée, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Il avait fait le choix, Emmanuel Macron, de ne pas aller parler devant les maires alors qu'il était attendu et c'était l'occasion d'un grand débat d'ailleurs. Et il a préféré en inviter un certain nombre à l'Élysée, et ça a été très mal vécu par l'AMF. Et pourtant, c'était l'occasion vraiment d'entendre la colère et puis les inquiétudes. Comment va-t-il faire aujourd'hui pour dire... Alors, on voit bien qu'il veut essayer d'aller au contact direct des Français, il veut jouer sur ce lien direct en allant sur le terrain, il va aller dans la Creuse, dans le Lot, partout, il va faire un tour de France, mais en réalité, comment peut-il... Est-ce que finalement les élus ne sont pas aussi quelque part des Français ? Pourquoi les squeezer Pourquoi les squeezer alors, non, mais ils sont aussi des relais très importants, et puis ils sont pas tous politisés. Il y en a beaucoup qui sont là simplement pour exprimer les inquiétudes des communes. Il y avait peut-être un petit peu, j'emploie le mot un peu de façon caricaturale, mais un peu un mépris de certaines élites, de certaines personnes issues de la haute administration, comme Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu, ou de l'inspection des finances, vis-à-vis d'un terrain ou vis-à-vis de territoires qui sont peut-être considérés comme des empêcheurs de réformer. Il y a eu il y a eu ça peut-être pour les maires, mais en tout cas, là où ça a été ressenti aussi, c'est au niveau des partenaires sociaux, syndicats et patronats. C'est vrai qu'au début, il les a vus comme des empêcheurs de réformer. Bon, il y a tout un passif en France aussi qui explique cela, ce qui s'est passé sur la loi El Khomri, etc. Ça ne sort pas de nulle part. Ou les réformes de 95. Les réformes de 95, etc. Mais ce qui est très frappant aussi là-dessus, c'est qu'il y a une revendication de pouvoir d'achat des Français. Or, ils se tournent vers l'État et jamais vers les entreprises. Or, le salaire, pour tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, c'est les entreprises qui vous fixent. 90% de votre pouvoir d'achat, il dépend de votre salaire, qui dépend de l'entreprise. Donc c'est assez étonnant de ne pas avoir mis dans le jeu que les syndicats et le patronat soient hors jeu, alors qu'ils sont au cœur du problème, et le patronat ou le MEDEF n'a pas été tellement visé depuis le début de façon de la crise. assez étonnante, qui révèle aussi le tropisme des Français pour l'État tout-puissant. C'est-à-dire qu'il y a aussi une méconnaissance... Je voudrais juste qu'on pose une question, elle me paraît importante, celle de Claudine. Je n'entends pas du tout la voix des DOM, de façon générale. Elle vit, elle, en Guadeloupe. On salue nos internautes de tous les Outre-mer, de la Polynésie à la Guadeloupe et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il en est, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'instant dans l'Outre-mer ? Effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé récemment. Bon, ils étaient présents à l'AMF, on avait rencontré le maire de La Réunion. Non, mais je crois que les préoccupations sont les mêmes, elles sont exprimées. Il y a aussi parfois de plus des gilets jaunes aussi dans les départements d'Outre-mer. Et à La Réunion, de manière parfois assez présente et assez violente. Il y a des points particuliers à l'Outre-mer, des préoccupations particulières. Enfin, quand même, globalement, il y a toute une série de questions qui se posent et qui sont les mêmes qu'en métropole. Voilà, il n'y a pas une césure aussi importante que ça. Il y a des sujets supplémentaires, complémentaires, différents, mais globalement, on a un sentiment qui est à peu près le même. Et je confirme qu'en effet, nous sommes extrêmement attentifs à l'AMF, parce qu'à l'ensemble de nos congrès, de nos réunions, eh bien, il y ait donc la présence des maires d'outre-mer. Et nous avons même d'ailleurs des systèmes de vidéo pour pouvoir de temps en temps avoir des formations communes, etc. Il y a une autre demande, et elle est donnée par Nicole. Ce n'est que de l'enfumage, ce débat, estime-t-elle. Nous voulons le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Quelle place va avoir cette question ? Si on le savait. Moi, si je peux dire juste un mot là-dessus, moi, ma culture politique, qui est déjà un peu ancienne, en fait, me fait être extrêmement méfiant, surtout dans un pays comme le nôtre, sur tout ce qui a trait à une démarche qui pourrait s'apparenter comme plébiscitaire. Et je pense que le référendum d'initiative citoyenne est possible assez facilement au niveau local sur des sujets très concrets, très pratiques. Autant c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux sur des grands sujets de société. Dites-nous de quoi vous avez besoin, nous vous dirons comment vous en passez. Ce grand débat ressemble à ça. Est-ce que c'est votre avis également ?
Non, je pense que là, c'est un peu intellectuel cette question. Non, je ne pense pas que les Français. Non, je veux vous dire très clairement ce que veut dire cet internaute, il me semble le comprendre assez clairement, c'est que on va aborder ces questions-là et après on va les enterrer. C'est un petit peu l'idée qu'on avait quand vous parliez, on ne va pas revenir sur ça, mais de ce grand débat sur l'Europe. Voilà, vous êtes exprimé, vous avez dit, bon, voilà, c'est bon, tu as parlé, maintenant. Écoutez, encore une fois, moi je redis, le débat, il aurait dû avoir lieu à l'élection présidentielle. C'était la vraie élection dans laquelle il faut avoir ce débat. Exactement. Et ça, quelque chose d'assez juste de Philippe Laurent, c'est qu'il dit qu'il y a eu des élections, effectivement, et pas seulement les dernières. Depuis 2014, toutes les séquences électorales nous ont annoncé ça. Voilà. C'est cette montée, pas des gilets jaunes, parce qu'on ne les connaissait pas encore, mais cette colère du territoire, elle est évidente dans tous les scrutins depuis 2014. Il est temps que les maires rentrent en course à la place de tous ces nouveaux députés totalement déconnectés. Peut-être qu'il y a une autre question qui est posée, justement, c'est le problème du cumul des mandats, qui fait qu'il y a une déconnexion entre ceux qui sont représentés et ceux qui sont élus. Et un an déjà nous dit, moi j'ai une bonne idée de débat, comment promouvoir la production locale, qui est également un sujet de transition écologique. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que la transition écologique fait partie du débat. Oui, ça c'est une très bonne chose. Par contre, ça pose la question de fond. Moi, je pense, alors c'est mon regard un peu économique, c'est pour qu'il y ait du pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait de la création de richesse. Et pour avoir de la création de richesse suffisante en France, il faut être sur les bons créneaux pour pouvoir profiter des nouveaux marchés, pour pouvoir être suffisamment innovant. Donc ça, c'est la vraie question de fond, c'est la perte de dynamisme du tissu économique français. Ça, c'est la question de fond. Il ne peut pas y avoir de réponse durable au pouvoir d'achat s'il n'y a pas une réponse. Il faut remettre du bon sens dans tout ça. Vous avez Merci beaucoup. Avant de distribuer, il faut produire. Merci beaucoup pour ces précisions. On terminera sur 2 commentaires antagonistes. Marie-Claude, très honnêtement, je pense que ce grand débat ne sert à rien, sauf à chercher à gagner du temps pour Macron. Les doléances principales de Français, le gouvernement les connaît très bien. Tout ça, c'est du pipeau et ça ne résoudra strictement rien. En tous les cas, il les connaît mieux grâce à cette émission où on a pu faire émerger des doléances qui remontaient à la fois des villes et des grandes villes et celles des communes rurales. Marie-France, en revanche, nous dit de nouvelles idées peuvent émerger. Heureusement qu'il y a des personnes optimistes. Participerez-vous au grand débat? C'était la question que vous posez sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Vous êtes une majorité à répondre non. Eh bien, on verra si c'est le cas tout au long de ces semaines. En tout cas, on continue de suivre cette question, notamment dans Point de vue ce soir avec Guillaume Roquette. Et puis le grand débat, c'est toujours sur Figaro Live. Dans un instant, le talk. L'invité, c'est l'ancien ministre Éric Woerth. Et demain, on revient sur un autre phénomène qui monte. Il concerne les professeurs. C'est le phénomène des stylos rouges. À très vite sur Figaro Live.